Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Toi, Eric, ça va bien? Oui, ça va super bien. Et on a un invité extraordinaire aujourd'hui, si tu peux nous en parler. Bon, et aujourd'hui, on a Jesse qui est avec nous autres. Lui, c'est le balado French Canadian Legacy. Ça, c'est quand même 150 000 écoutes. Ça se trouve que cette année, il a été nommé Franco-Américain de l'année. Puis là, ben, il va venir nous en parler. Oui, tout à fait. Puis bon, une des raisons qui était franco-américain de l'année, outre sa balado dont il va nous parler tantôt, il y a aussi deux projets. Il y en a un que c'est un GeoTrip, c'est une espèce de geocaching là, dans le nord-est des États-Unis pour en apprendre sur la culture canadienne-française. Et il y a aussi un projet là, qui tient à cœur, qui est le projet Héritage, qui est un projet pour aider la francisation des jeunes franco-américains. Ce sont les sujets dont il va nous parler aujourd'hui. Alors, on passe à lui à l'instant. Alors, on est en compagnie de Jesse Martineau. Jesse, ça va bien? Ça va bien, et toi? Très, très bien. Bonjour, Jesse. Ah, bienvenue à Manchester. Excellent. Jesse, si tu pourrais t'introduire brièvement, if you can briefly introduce yourself. Oui, je m'appelle Jesse Martineau. Je suis de Manchester, New Hampshire. Je suis franco-américain. Je suis procureur, c'est mon travail. Mais j'ai la passion pour mon héritage franco-américain. Toute ma famille était de Québec. Et la langue française était la langue maternelle de mes deux parents. Donc, c'est un héritage très important pour mon identité. OK. Est-ce que tes parents t'ont appris à parler français ou est-ce que ça s'est perdu à ce moment-là? C'est facile pour comprendre, mais quand ils parlent français, c'est difficile parce que les mots est difficile maintenant. C'est beaucoup de mots. Mais si une autre personne parle avec lui en français, il comprend tout. Okay. So for the rest of the interview, we're going to go in English. Sounds good. So Jesse, you were talking about your your parents that were speaking French. They were born in the United States, but talk to us about your grandparents and your great-grandparents. Sure. So of my great-grandparents, all of them were born in what is today Quebec. And they moved into the United States, depending on which branch of my family, starting from the late 1800s all the way through like the 19 teens. Like the last one to move in was my grandfather. So my dad's dad actually was born in Saint-Apollinaire. And so that's the last generation that moved in. And all of them, I mean, my grandparents' generation, even the ones that were born here, the rest, because my other three grandparents were born here, all of them spoke French way, way, way better than they spoke English. French was absolutely their first language for all of them, even the ones who lived their entire lives in Manchester. And I have great-grandparents who were born, lived, worked, died in Manchester who never learned English as part of my family. Yeah, and that because that was available. My grandfather used to say when he grew up on the west side of Manchester, it was kind of like our semi-petite Canada area. He could go months without hearing any English whatsoever. Because in church, at work, at the bank, at the restaurant, you got your newspapers, you got your radio stations, everything was in French. C'est vrai qu'il demandait, il dit, toi, t'es né aux États-Unis, franco-américain, mais c'est ta famille, c'était comment? Puis le Jesse, il nous racontait que son grand-père, ça a été celui, tous ses arrière-grands-parents ils viennent du Québec. Son grand-père, c'était le dernier à émigrer au Québec. Puis là, il racontait, il disait, au début 1900, ses grands-parents
Il y a son grand-père qui est né, qui a vécu, qui a travaillé, qui est décédé, puis qui a parlé juste français, qui a jamais même appris à parler l'anglais. Parce que dans West Manchester, tu avais des journaux français, la radio, tout se passait en français. Puis tu pouvais passer toute ta vie comme ça aux États-Unis, dans un petit Canada en français. And that's incredible that you could have. Does that still exist? It does not, Oh, c'est unfortunately. disparu maintenant. Yeah. Why? It's different. I mean, my generation, unfortunately, is very common for me and my sister to be our generation to be the first that didn't speak French. For my parents' generation did not teach their children French. Do you know why? In large part. I think that's complicated. I think some of it is when my mom, because they both spoke it in the house growing up. When my mom went to college, my dad went to the army. Obviously, they were just speaking a lot of English, and so when everybody was back home, that was the easier language because that's where they were used to talking. But also, I think there was a lot of prejudice against being a Franco-American. A lot of it was because if you were a Franco-American, you thought, your parents were mill workers, and so you were low class. And even the French you spoke was a low class French. Like, it wasn't correct French. It wasn't the right French. In fact, what is a crazy story to me, when my parents went to Catholic school from 1st through 8th grade, which was taught half the day in English, half the day in French, which is kind of fun. But when they went to high school, the public high school they went to made all the Franco-American children, even though French was their first language, sit separately from everybody else so that their bad French wouldn't harm everybody else trying to learn the correct French. OK. So, c'est ça. Jesse disait, sa génération, lui, sa sœur, puis ça a l'air d'être commun pour les Franco-Américains. Cette génération-là, souvent, ils n'ont pas beaucoup appris le français, même si les parents parlaient français à la maison. Puis là, je lui ai demandé comment que c'est venu. Puis là, il disait, déjà, sa mère travaillait en anglais, son père était dans l'armée en anglais. Quand il revenait le soir, c'était un langage facile, pour suivre le langage anglophone qu'il y avait dans leur journée normale. Mais pire que ça, c'est qu'il pense il y avait comme une vision péjorative des Franco-Américains. Si tu étais Franco-Américain, tu travaillais dans les usines. C'était la basse classe, là. Puis tu parlais un mauvais français, c'était pas quelque chose qui était bien vu. Puis là, il disait, c'est drôle, même dans les écoles, il allait à l'école, c'est pareil, à l'école catholique, qui était moitié française, moitié anglaise. Et quand il est arrivé au secondaire, même il parlait déjà français, il séparait les Franco-Américains de la classe pour pas qu'il lui donne un mauvais français quand les Américains non franco-américains apprennent le français. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Drôle et choquant à la fois. Oui, mais drôle, pas drôle positif, là. Ouais, c'est ça. Jesse, what all those people were you talk about the mills there. What was their job to all your grandparents and great grandparents? Sure. Yeah. I mean, it was the mills that brought my family here. My dad's side, we used to have a giant shoe industry here in Manchester, and my dad's side worked primarily in the shoe factories. But my mom's side all worked in the textile mills. My grandparents met in a textile mill here. My grandfather was a loom fixer, and that was his job. And obviously that's where he met my grandmother, in the mills. Okay. Loom, that's the les bobines? Is that it? The loom is like the machine. Okay. Okay. That they use to make the fabric. C'est ça. Éric demandait à Jesse qu'est-ce qu'ils faisaient tes grands-parents, puis tes arrière-grands-parents, comment ils sont venus ici. Puis il disait, à Manchester, il y avait une industrie de chaussures. Puis, c'est ça, ses grands-parents sont venus pour les industries de chaussures. Mais autrement, toutes ces autres ancêtres qui sont venus ici, c'était pour les industries textiles, comme il y avait beaucoup en Nouvelle-Angleterre, comme mes arrière-grands-parents ont fait.
Puis il dit, ben c'est ça, ils se sont rencontrés dans l'usine, c'est comme ça qu'ils se sont connus, et ainsi de suite. Puis c'était assez commun, là, les Franco-Canadiens de l'époque, les Canadiens, comme on disait, les Canadiens, qui venaient travailler dans un shop, dans des usines de textiles. Puis c'est comme ça que Jesse Martineau, maintenant, il est là, parce que ses ancêtres sont venus, tous ses ancêtres sont venus du Québec pour l'industrie textile de Nouvelle-Angleterre, puis ils sont encore là. And mainly from close to the border, right? Correct me if I'm wrong. We were speaking pre-interview that all your great-grandparents, from where they came from, it's mostly south of the St. Lawrence River. Yes, that's about it. So my grandfather was born in Saint Apollinaire. My grandmother's, so his wife's family, was from Saint Leonard d'Aston, and which is kind of funny. My dad and his siblings would sometimes spend some summers being free labor on the farm up there when he was growing up. And on my mom's side, my great-grandfather was from St. George de Windsor, and my maternal grandfather's family was all from Saint Monique or Saint Monique. Monique. Yeah, and that's my sister's name's Monique. My godmother's name's Monique. Exactly. Donc c'est ça, ses ancêtres, ils venaient de Saint-Apollinaire. What was the names? Saint George d'Aston. Saint George d'Aston. No, Saint George de Windsor. Saint George de Windsor. Saint Léonard d'Aston. And Saint Monique. Sainte Monique. C'est tous des villages qu'il y a dans la rive sud étendue là, de Montréal, au sud du Saint-Laurent. Puis c'est des gens qui étaient à proximité de la Bondrée, comme on disait à l'époque, de la frontière canado-américaine. Puis, jusque dans les années 1990, on pouvait facilement traverser la frontière sans passeport. Encore plus dans les années 10, 20, 30, 40, là, c'était commun pour nos ancêtres de traverser. Puis Jesse comptait que même ses grands-parents, ses parents, il allait donner un coup de main sur la ferme là, au Québec, là, chez de la parenté, l'été comme ça. Puis c'était classique. Là, la frontière à l'époque était beaucoup plus floue et flexible que ce qu'elle est maintenant. So what happened for that to stop? Yeah, I think when a big part of with my family or with my area in general? In general. In general. In general, I think a couple of things really hurt. I think what you were kind of just alluding to, when it became more difficult for immigrants to move in to the city, all of a sudden, because it used to be each generation you had more and more people coming in who didn't speak English, and therefore they had to find that French community, and therefore that community was there for them. It became less necessary when we weren't having all those new French people coming in. And I think, at least in my area, a lot of people they didn't stick around Manchester forever. They would leave somewhere and come back. And when they came back again, they weren't necessarily speaking French with their friends the way they had before. C'est ça, la frontière était floue, l'immigration était facile avant, donc les gens pouvaient facilement se déplacer vers les États-Unis. Puis quand ça a arrêté d'être facile de venir aux États-Unis, il y a eu de moins en moins de francophones qui venaient dans les villes. Donc c'était moins essentiel d'avoir des communautés francophones. Puis les gens, un peu comme n'importe où, là, les gens ici ne s'installent pas nécessairement là où ils ont grandi. Quand les gens quittaient puis revenaient, ils ne parlaient plus nécessairement juste français, comme quand avant, il y avait juste des francophones. Donc les petits Canada ont commencé à se diluer. Puis d'après Jesse, c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup moins de communautés qui sont purement francophones là, aux États-Unis. Makes sense. Jesse puis moi, ça fait... en fait, moi, je connais Jesse depuis très longtemps. Jesse nous connaît depuis quand même peu. Jesse, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qui nous amène à collaborer aujourd'hui ensemble. I was telling the audience that I've known you for many years now. You know us since a little short time there, for a few weeks.
few weeks or months, but I've known you for a long time. Can you tell us what brings you here today? Sure. I'm mostly known for the podcast I started with a good friend of mine, also a Franco-American, Mike Campbell, called The French Canadian Legacy. And our goal is to make sure the stories of our ancestors are not forgotten and to let people know that we are still here. Our goal is to talk about the past, present, and very much the future of what being a Franco-American is, because we're not going anywhere. We're still here. We're still in large numbers. We still appreciate getting together and having events. Jesse, il dit, il est surtout connu pour son podcast The French Canadian Legacy, qu'il a fondé avec un de ses amis. Puis, un peu comme nous, l'objectif de son podcast, c'est de parler, de s'assurer que son héritage, ses ancêtres ne sont pas oubliés. Donc, il parle du passé, du présent, mais aussi du futur des Franco-Américains, parce que les Franco-Américains sont là pour rester. And what brought you? How did you came with that idea? So, Tim Beaulieu, who you've had on your program. I know he'd get mad at me if I didn't pronounce it right. who you have had on your program. I got to meet him through his brother, and I worked at the very first Poutine Fest. And then from there, I ended up on the board of directors on the Franco-American Center here in Manchester. And then for me, it was just a lot of thinking about what I could do. Like, I don't have the business sense that Tim does. Tim is a brilliant business guy. Obviously, Poutine Fest makes a ton of money every year. What I had done in the past is I did a bunch of college radio. And so I thought, if I could put together a podcast that can tell our story to make sure people understand that we're still around, that there's a lot of us who still care, maybe that could be my contribution. C'est ça. Jesse avait commencé, là, il a connu, on a déjà vu Tim Beaulieu à notre émission par le passé. Regardez dans les listes, Eric va faire un lien. Mais il avait parlé avec Tim Beaulieu, puis il avait commencé à travailler au premier Poutine Fest. Puis là, il se demandait qu'est-ce que je peux faire de plus. Le Poutine Fest, c'est bien. Il dit, Tim, lui, il a un sens business, ça va bien, mais lui, il a pas ça. Ce qu'il a fait par le passé, c'était travailler dans les radios collégiales. Fait qu'il dit, si je peux faire un podcast pour un peu éveiller le sentiment des Franco-Américains, puis montrer, regarde, on est là, on existe, on fait quelque chose. Puis c'est comme ça que son podcast a commencé, un très bon podcast. By the way, years ago, Eric was like telling me, "Hey, I was doing some research, and there's a Poutine Fest in the U.S. What is that?" You guys should come next year. We just need to try to manage that. Yeah, that would be awesome. Sure. A live show from the Poutine Fest. I mean, yeah, we have a table every year, and Tim's the one who controls who gets in or not. So I think you guys will be okay. Yeah. We'll probably be there next year. That'd be awesome. Yeah. Mais justement, Yann, ce qu'il disait, moi, en fait, j'ai connu Jesse parce que j'écoutais des balados. C'était avant la pandémie, là, je me souviens plus 2018 ou 2019. Puis la première, je vois ça, un French Legacy podcast des Franco-Américains. Là, j'écoute la première et puis je vois ça, une émission Poutine Fest. J'ai comme, un peu, là, il y a beaucoup trop d'informations en même temps, là. Il y a des Franco-Américains qui ont une balado, puis il y a un Poutine Fest. Puis Jesse interview... Dans quel univers on est rendu, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis Jesse interviewait Tim Beaulieu, qu'on a rencontré. Puis bon, c'est ça. Fait que c'est tout un hasard qu'aujourd'hui, on se rencontre. On a interviewé Tim et on a interviewé Jesse. Jesse, what are the main topics of your podcast? How do you approach the fact? So we have a guest that we interview on each main episode, and sometimes they can be authors. We've had historians. We've had poets.
but we've had people who write plays. We've had movie directors, politicians, just about anybody, musicians, anybody who has some kind of connection or some story to tell that would be of interest to the Franco-American story. And people who are activists, for sure, we've had people starting schools, a lot of things. Donc, ça, Jesse, il dit dans son podcast, il va avoir, dans toutes les émissions principales, là, on va avoir un invité. Puis là, ça peut être un politicien, un acteur, un poète. Tant que c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à la culture franco-américaine, des activistes, là, des militants, c'est bienvenu. Puis c'est comme ça qu'il construit son épisode, là. C'est un peu comme on fait aujourd'hui, là. Je dirais que c'est pas mal qu'est-ce qu'on fait Ouais. avec Parlons ancêtres. Lui, il parle plus de ses ancêtres puis de sa communauté, mais sinon, c'est pas mal le même concept. Mhm. J'ai 2 épisodes en français aussi. Ah oui? Yeah. Faudrait, Eric, ça nous prend les liens dans la description. Ouais. Ouais, on va aller voir ça. Jesse, avec tout ça, est-ce que c'est quand est-ce la première fois que tu es venu au Québec? When was the first time? Because you've known that you're Quebec roots, but when was the first time you came in Quebec? Sure. So I want to just mention real quick about the podcast. We have every other week we do an episode that includes a news segment. It's just a preview for the main episode. But the reason why I do this is to show the world who's been saying that Franco-Americans are dead. Like, here are all the events we have coming up the next week in the Franco-American world. It's kind of my way of making sure everybody knows that things are still happening right now. Jesse voulait dire à chaque comme présentation en petits épisodes, là, entre les gros épisodes, une fois par every 2 weeks. Mm-hmm. Oui. Une fois par 2 semaines, il fait un news segment, une émission sur les nouvelles. L'objectif était, dans la culture américaine, ils ont tendance à penser que les Franco-Américains, ça n'existe plus. Puis son objectif, c'est de montrer, voici ce qui s'est passé depuis 2 semaines pour montrer que, hey, il se passe de quoi là dans la culture franco-américaine. And it's an active culture, as far as I understand, right? Absolutely, and that's why I wanted to do the news, so people can see that we got events going on all the time, and so that was important. But the question is, like many teenage boys in New England, I first went to Montreal when I was 18 years old, but that had nothing to do with my heritage. I can tell you that was because I could drink legally for the first time when I was 18 years old. Yeah, in all of the U.S., it is 21, right? It is. In Ontario, just our neighbor, it's not 18. It's 19, I guess, if I remember well. It's not 18. Yeah. And also their bars, and they close very early. But so la première fois que Jesse est venu au Québec, c'est un peu comique, là, c'est quand il a eu 18 ans, parce que soudainement, il était légal pour lui d'aller dans un bar à Montréal, parce qu'à Montréal, on a le droit à 18 ans. Donc, il était légal au Québec, mais aux États-Unis, tu peux faire la guerre à 18 ans, mais tu peux voter. I think you can vote at 18. Oui. Tu peux faire la guerre, tu peux voter, mais tu n'as pas le droit de boire d'alcool avant 21 ans. Fou. Stupid. but my first real trip, I went up with my parents, which was very, very cool. Actually, the one before that, I went up with my dad and my sister. And we went and we actually saw the farm that my dad spent some time on when he was a kid. And I got to see Saint Apollinaire. I got to see the grave of my grandparents, because they were both there. Nice. It was such a fun time because we went back, me and my dad and my uncle, to Saint Leonard. Sorry. So Jesse, son premier voyage, il avait fait avec son père, sa sœur. Il est allé visiter Saint-Apollinaire, voir la ferme de ses ancêtres, voir dans le cimetière, là, aller voir où est-ce qu'ils ont été enterrés. So you went back to the sources, just like when we go to old Quebec for our ancestors and stuff. That's awesome.
And then you said you were going to Saint Leonard. Yeah, every time I go to Quebec City, Saint Apollinaire is right on the way, so I always stop at the grave of my great grandparents every single time. But when we went to Saint Leonard, they looked through the phone book for a cousin that they hadn't seen in like 30 years, and sure enough, he was in the phone book. They called him. He was actually living directly across the street from City Hall. So we went over there, we hung out, we met up with other cousins. They gave us some cheese, which was very, very cool. But yeah, it's just an amazing experience. Et c'est ça. Ensuite, plus tard, il est allé avec son oncle, son père à Saint-Léonard. What's the full name? Saint-Léonard? Daston. Saint-Léonard d'Aston. I always get confused with our long city names in Quebec. It's like, don't get it mixed. It's not the same moi place. aussi. Yeah, The other place exists. So fait que il est allé à Saint-Léonard d'Aston avec son père, son oncle. Puis là, ben, ils ont regardé dans le bottin téléphonique pour trouver un cousin qui avait pas vu depuis une trentaine d'années. Puis il était là. Fait qu'il a appelé, puis il restait juste en face de l'hôtel de ville. Ils ont visité. Il a dit, c'est super le fun. Et on a vu d'autres cousins. Ils nous ont donné du fromage. Locally made, I guess. Absolutely. Yeah, and yeah, for sure. C'est ça, c'est that's how family works in Quebec. You know, you see a cousin that you haven't seen in years is your best friend for the whole weekend, and that's how it works. On est tellement chaleureux au Québec là, quand tu vois un cousin que t'as pas vu depuis des années, c'est quand même important, puis tu fais quand même, on les accueille bien. It was it's funny. I don't know how to really describe it to others, but for me, even though, because I don't count the trips to Montreal, that was a different objective. Yeah. But for these, the early trips where I started going, as an adult, when we crossed that border, even though I hadn't been to the place, it's hard to describe. It felt like I belonged. Yeah, you feel like you're home. I understand your feeling. 100%. Yeah. Yes. I can tell you, I went to La Rochelle, in the old La Rochelle. Oh, very cool. Where the boats would leave to go to Quebec like centuries ago? They have an amazing rugby team there. Absolutely. Oh yeah. And I was there. I've never been there before, but I felt just like when I go to the old Montreal. It's like I'm going out and I don't know the place, but I wasn't lost. Right. I didn't need a map. Like exactly. I would need a map to go to some specific places, but I would just roam around easily, and it felt natural. And I think that's the kind of feeling you described. You felt Absolutely. Home, even if you're not home. Right. Absolutely. Donc Jesse racontait, il dit, c'est le fun parce que quand t'arrives, il dit, c'est difficile à décrire, j'ai de la misère à le décrire. C'est que moi, je viens pas de là, mais quand j'arrive là, j'ai l'impression que je suis chez nous. Puis là, je disais, c'est un peu le même feeling que j'ai. Moi, je suis allé à La Rochelle là, l'année passée. Puis là, je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Là, mais La Rochelle, c'est la ville où est-ce que nos ancêtres partaient pour venir en Nouvelle-France. Puis là, dans le vieux La Rochelle, là, pas loin des quais, là, je me sentais pas perdu. Là, pas de map, tu te promènes là, puis c'est comme, tu sais, c'est comme quand on va au Vieux-Montréal. Imagine une soirée, tu sors au Vieux-Montréal là, ou au Vieux-Québec. Même affaire au Vieux-Québec, t'es pas perdu, même si t'as pas nécessairement été là souvent. Mais là, j'étais à La Rochelle, puis j'étais comme cool. Si je voulais voir des magasins spécifiques, j'utilisais Google Maps. Là. Mais pour me déplacer, là, je sentais que j'étais dans un endroit qui est correct. J'étais pas perdu. J'étais allé dans des villes un peu partout dans le monde où tu te perds, mais là-bas, j'étais comme ouais, c'est cool, je suis chez moi ici. C'est un peu comme quelqu'un qui part du nid familial puis qui retourne à la maison 15 ans plus tard. Là, oui, la maison est encore là. Elle a changé un peu, mais ça reste la maison familiale. Là. Oui, puis avec les voisins qui sont comme, ben oui, je te reconnais, toi. Mm-hmm, c'est ça. Is that where you learned French during your trips in Quebec? Actually, so it was supposed to be in 2020, but pandemic. In 2021, I left my job for 6 months. That cost me quite a bit of money, but I left my job for 6 months, and I just moved to Quebec City and took language lessons for 6 months. Wow! And again, it took me. It was worth every penny, and I'm telling you guys, it was the best 6 months of my life. It was absolutely the best because all I did during the day was learn French
And in the afternoon and evening, I got to experience the culture of a place that I find to be an amazing place. My favorite city in the world, besides, my hometown of Manchester. OK. It was incredible. Jesse, en 2021, là, c'était prévu plus tôt, mais avec la pandémie, c'est pas arrivé. En 2021, il a laissé sa job pour 6 mois pour aller vivre à Québec pour apprendre le français. Son seul objectif, c'était d'apprendre le français. Il se levait le jour, puis il était là pour apprendre le français, pour apprendre la culture de ce qui est devenu une de ses villes préférées au monde. Puis c'est comme ça qu'il a appris à parler notre langue. And you do a great job speaking French, by the way. Merci. See, for me, this is probably one of the cooler stories for me. I did an interview with Radio Canada. Wow. That was in French, and a friend who I met through the podcast. He lives in Drummondville, and he was on his way to work, and he pulled over and called me to say, "I'm listening to you on the radio right now," and it was awesome. Et une de ses anecdotes préférées, c'est qu'il a été interviewé par Radio-Canada en français. Puis un de ses amis qui écoute son podcast là, depuis Drummondville, il dit il est en train de travailler, il l'a entendu à la radio, puis il a arrêté pour dire « Hey, je suis en train de t'entendre à Radio-Canada ». Oui, on a un peu, je me questionne, à Montréal, je sais comment ce que c'est, à Québec, j'ai pas assez d'immersion. À Montréal, souvent, on a le réflexe de, quand on entend quelqu'un parler un peu d'un accent étranger, bon, on va systématiquement y parler en anglais. Je te dirais, Eric, que c'est pas uniquement un fait montréalais. Si tu vas en Norvège puis que tu essaies de baragouiner du norsk, ils vont instinctivement te parler en anglais. C'est naturel chez les gens de parler dans la langue qui est la plus internationale de la région. Je suis convaincu que si tu t'en vas en Inde puis que tu parles quelque chose qui n'est pas de l'indien, ils vont probablement parler en anglais aussi. Tu sais. Mm-hmm. So what I was saying is that, well, in Montreal, like most of the time when we hear somebody speak with from another language, we systematically speak to them in English, you know. Right. And Jan was saying, well, that's pretty much everywhere where they see that you don't speak the language. Well, my guess is that you saw that in Quebec City. How did you feel about that? Did you try to speak to them in French, or you know? It was actually a kind of a funny joke between me and some of the people I went to school with, especially this one young woman who is from Switzerland, who she didn't speak French. She's a German speaker. There's people from all over the world who came to the school. But we would go to the same Subway restaurant, like this Subway fast food sandwich place. And there would be this guy, and every time I would order in French, he would respond to me in English. And it was like a standoff because it was a challenge, because I would respond to him in French, like, I'm here to practice my French, dude. How about you talk to me in French? And he would always, it was like a challenge between us to see who was finally going to cave and speak the other language. Yes, so absolutely did that. Oui, Jesse raconte, il était plusieurs là, à l'école ce qui était à Québec. Puis il y en avait plusieurs, certains qui parlaient allemand. Puis là, ils se rejoignaient tous pour aller manger au Subway. Pas super loin de leur école. Puis là, tous les jours, il y avait un gars qui travaillait au Subway. Chaque fois qu'il demandait quelque chose, le gars, il répondait en anglais. Puis il disait, c'était comme une compétition, c'est voir c'est lequel qui va arrêter. Parce que moi, j'essayais de lui parler en français, parce que j'essayais d'apprendre le français. Puis lui me parlait en anglais, parce que... So, yeah, is it insulting for a non-French speaker when you try to speak French to be switched back to English? I don't take it as insulting, because I take it as them trying to speak to me in what is most comfortable, which I can completely understand. I'm thankful for. But for me, it was the entire reason I was there was to learn the language. So even if I wanted to, and I didn't take the time because there's always a line, but even if he got my sandwich order wrong, if I didn't get the vegetables on the sandwich I wanted, that was okay. The most important thing for me was to just have the practice of having this conversation back and forth in French. I know the feeling. C'est ça. Donc, lui, il dit, il prenait pas ça comme une insulte, mais c'est juste que vu qu'il allait là-bas pour apprendre à parler le français,
Il voulait vraiment faire l'exercice. Fait que même s'il y avait eu une commande qui n'était pas comme ce qu'il voulait avoir parce que l'autre personne n'aurait pas compris, il aurait été content parce que l'objectif, c'était de faire l'exercice, de faire la commande en français. And that brought you an idea of another project, that trip in Quebec City, right? I see your shirt there. Yeah, so a couple, sure. While I was up there, me and my friend started a geo tour. If you're familiar with geocaching, where you have to like find things that are placed in certain areas. So we started a tour that takes you, it's in 5 different cities that are big Franco-American cities in New England. And there's 5 different caches at each one. So you are sent to like on a mission to find 25 different locations throughout New England, and each one is important to the Franco-American story. And once you are there, we have the webpage is in English and French, explains to you why we sent you there, like what's significant about that location for the Franco-American story. So I definitely started that project while I was in Quebec, which was very, very cool, with a couple of really good friends of mine. Again, Mike Campbell, who I do the podcast with, and my friend Mark Belluardo. Donc, Eric demandait, il dit, pendant que tu étais là-bas, ça t'a donné des idées pour d'autres projets? Je dis, oui, je fais un géotour. Ça, c'est basé sur du géocaching. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le géocaching, on utilise un GPS, puis on va à une position d'un GPS pour trouver une cache avec une position géographique. Donc, latitude, longitude, on trouve une cache et dans la cache, il y a quelque chose. Ça, c'est le concept de géocaching. Ça existe un peu partout dans le monde. Mais là, c'est de faire un tour d'endroits qui sont géographiquement localisés. Mais c'est un tour qui fait dans 5 villes importantes aux États-Unis. Puis il va à 25 différents endroits. Puis il y a un site web français-anglais où est-ce qu'il décrit pourquoi est-ce qu'on est allé dans ces 25 endroits-là. C'est tous des endroits qui sont importants pour la culture franco-américaine et pour l'histoire franco-américaine. Donc, c'est un tour. You have the website available, Eric, on va mettre le site web dans la description. Hein. And the geo tour there, le geo tour, dans le fond, c'est pour c'est une façon, c'est comme un challenge, une façon touristique de faire pour aller voir des endroits importants d'une façon un peu différente de juste faire une visite touristique. Is there a great response with the geo tour? Yeah, so it was funny. We actually had it became more popular during the pandemic for a while because it was an activity that people could do together outside, which during the time where nobody was allowed to gather inside to do anything. So it was awesome. We had a very, very good reaction to it. And it was I'm not particularly good at it. I looked for a whole bunch of them throughout Quebec City that are already there. I found a few, but I'm not very good at it. But there's people a lot better than me who have found all 25 of the ones in New England. Là, c'est ça, je lui demandais, ça marche-tu bien, le géotour? Je lui ai dit, ben, ça marche particulièrement bien, surtout pendant la pandémie, où est-ce que la fin de la pandémie, où est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire des activités à l'intérieur avec des gens. Fait que les gens se rencontraient puis allaient faire du géotour pour avoir une activité extérieure. Fait que ça devenait une activité super intéressante, là, un peu comme à l'époque à Montréal, où on pouvait promener le chien plus tard. Là. Puis c'est ça. Fait que là, il y a beaucoup de gens. Il dit, lui, il est pas particulièrement bon en géocaching. Il y en a aussi quelques-uns dans le Québec. Là, mais il dit, il y a des gens qui ont trouvé les 25 géocaches de son géotour. Là. Ça marche bien. And what are the cities that you can do that geocaching? Sure. It starts in Lewiston, Maine. Okay. Then Biddeford, Maine. And then my hometown here, Manchester, New Hampshire. And then Lowell, Massachusetts. And then it ends in Woonsocket, Rhode Island. Those names are all places where there were Little Canadas. I guess that's on purpose, right? Absolutely. Yes. We took 5 places that were really important to the Franco-American story. In fact, Lowell just last week celebrated Jack Kerouac Week. That's where Jack Kerouac Jack Kerouac. Yeah. Parce que c'est ça, je disais, c'est toutes des villes qui sont quand même importantes. Le Lowell, c'est toutes des villes qui ont eu beaucoup de Franco-Canadiens qui ont émigré
durant la révolution industrielle. Puis donc, ils ont eu des très gros petits Canada. Puis là, ça, il mentionnait même à Laval la semaine dernière, au moment qu'on enregistre, donc probablement le mois passé, quand l'émission va être diffusée, c'était la semaine Jack Kerouac. Jack Kerouac, qu'on connaît quand même la plupart, là, qui est un des auteurs franco-américains qui est très, très connu. Lui, il venait de Laval, I stuck with states. Laval, Maine? Massachusetts, Maine. Lowell, Massachusetts. Massachusetts. Yeah. Puis, ben ça aussi, ça prend combien de temps faire ce tour-là? How long does it take to cover all these 5 cities? They're not close. They're not close, so you're not going to do. You're probably not going to do it in a day. Let's put it that way. Ça sera pas fait dans une seule journée parce que c'est pas des villes qui sont proches. Donc, si vous allez, nos auditeurs, si vous allez en tourisme là, dans le Rhode Island, dans le Maine, dans le Massachusetts, peu importe, puis que vous voulez faire quelque chose d'intéressant qui a trait. Ici, on parle beaucoup de culture franco-américaine, mais c'est la culture canadienne-française qui a immigré là-bas. Donc, c'est notre culture à nous au Québec autant que la culture des Franco-Américains. Fait que si vous voulez aller voir ça, des endroits intéressants avec des faits intéressants francophones, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Puis c'est ça, on va vous laisser le site web là, dans la description là, pour aller voir ça. C'est super intéressant. It's a great project. It's nice to do that. Thank you. Yeah. How long did it take to find all those spots and to document these? So we were very lucky. We had connections that we made through the podcast, so we knew people in all of these towns that could help us identify. And then one of my friends, Mark Beluardo, who's a really giant geocacher, he gets tons of these. He went and he scouted all the locations to find a good place to hide the geocache in each one. And then we were lucky to have Patrick Lacroix, he's a Quebecois, but now he works in Maine, as well as Melody Desjardins, who has a blog, Modern Francos, where she talks about a lot of the same issues that we speak on the podcast. And so it was the two of them that did all the write-ups for us. OK. Donc, quand ils ont commencé, déjà, avec son podcast, il y a des gens un peu partout dans ces villes-là qui ont aidé. Puis ensuite, Beluardo, what's his first name? I'm very bad Mark. with names. No, Mark. Marc Beluardo, il a fait beaucoup de scouting pour trouver où mettre les caches. Puis ensuite, il y a des gens qui collaborent avec lui. So, can you repeat the names of those who did the write-up, please? Sure. Dr. Patrick Lacroix. Dr. Patrick Lacroix, qui est québécois, mais qui travaille au Maine. Yeah, he actually runs the Acadian Archives at the University of Maine, Fort Kent right now. À l'Université du Maine, il s'occupe des archives acadiennes. That's impressive. Quelqu'un qu'on veut avoir à notre balado. Bref. He would be perfect for this show. Yeah. You would love talking to him. And the other one that helped with the write-up was? Melody Desjardins. Mélodie Desjardins, elle a un blog où ce qu'elle écrit sur des choses qui sont quand même sensiblement le même genre de sujet par rapport à la culture franco-américaine. Puis les deux ensemble, c'est eux autres qui sont occupés de toute la partie écrite pour le site web, parce que ça ferait quand même un talent d'écrivain là, pour faire un site web attrayant. Puis ça donne un produit quand même complet. Which brought you to another project. The third project. Yes. So this. J'avais 203, comme on dit. What I'm wearing right now. So c'est un Félix devant un fleur de lys. Absolutely. Avec écrit héritage avec le accent aigu en dessous. So what is it? Can you explain? Yeah. So we talked about the 6 months that I had in Quebec, and I think it was life-changing for me. I want to give others that same opportunity. So I'm thinking young adults specifically, maybe somebody right after high school or right after the university, give them 6 months in Quebec. Let them learn language like I did. Let them experience the culture like I did. And I think they're going to come back
to New England with a new appreciation of where their ancestors are from and a desire to want to contribute going forward. Donc, le projet Héritage, Jesse dit, ben, moi, je suis allé 6 mois, c'est assez frais, à Québec. Puis il dit que c'était la meilleure expérience de sa vie. Puis il veut pouvoir donner cette expérience-là à d'autres gens. Donc, l'idée, c'est des jeunes qui finiraient le secondaire, college aux États-Unis, l'université ou le cégep. Puis à l'âge, tu sais, pour qu'ils puissent aller passer un 6 mois à Québec ou au Québec pour apprendre le français puis connaître la culture canadienne-française, donc l'origine de la culture franco-américaine, puis qu'ils reviennent avec un sentiment beaucoup plus d'appartenance puis une meilleure compréhension de où est-ce que leurs ancêtres viennent puis c'est quoi la culture. And how are you going to achieve to send all those people there? So we're raising money. is what we are doing, and that we've already started that process. And I'm very grateful. I've been working with the schools that the school I went to when I was up there. Nothing official yet, but it sounds like we're going to be able to come to a partnership agreement to make something happen. And I think, and we know plenty of high school French teachers and college French teachers who can help us get the word out about it too. Donc, c'est ça, ils font des levées de fonds. Là, ils essaient de faire des partenariats avec des écoles. Ils connaissent, ils s'entendent avec des écoles pour essayer d'avoir des ententes pour pouvoir justement envoyer des jeunes comme ça pendant 6 mois, ce qui est quand même, 6 mois, c'est beaucoup d'argent. Donc, ils connaissent des professeurs de français, des franco-américains dans des écoles. Puis l'objectif, c'est vraiment de pouvoir partager justement cette expérience-là avec des jeunes. And yeah, so when like what's the planning? When is going to be course going to Quebec? Sure. The hope is not after this year, so probably spring 2025. Donc, ce serait pour printemps 2025, probablement la première. Ça, c'est ce qu'ils espèrent. C'est une question de réussir à aménager ça. Mais c'est ça. So do you have an ongoing fundraiser that people could help you with? I can absolutely send where people can help us for sure, and we definitely have people, and that's why we're not necessarily, because we could send somebody next year maybe, but I want to make sure we have an ongoing funding source so that we can keep momentum going with this project. But yes, if you would like to help, we could absolutely use the help, or even if you just want to be in contact with some of these students once they get up there. Again, I think that just adds to the experience of being up in Quebec. Donc, c'est ça, il dit il va donner des liens si jamais il y en a qui veulent aider financièrement. Or if people have contacts that could assist schools and whatnot, partnerships or something. S'il y a quelque chose qu'on peut avoir comme collaboration ou entente, il dit ce serait bienvenu. Ou juste pour avoir des contacts, c'est vrai qu'il faut juste entrer en contact avec les gens. Si on est des auditeurs de la ville de Québec qui disent moi j'aimerais ça pendant les 6 mois qui sont ici, aller les voir de temps en temps, jaser avec eux autres, là, ce serait merveilleux pour des gens qui sont en train de s'immerser dans notre culture, pouvoir parler avec des gens comme ça régulièrement, puis les aider à apprendre le langage, à voir comment c'est, puis c'est prendre notre accent. Mm-hmm. And how much is needed for total? Like, what's your ongoing, your objective? So it cost me like $10,000 for the 6 months. Okay. And that was everything. That was where I stayed. That was school. That was the money I spent because a lot of schools, they organize activities afterwards. Yeah. By the way, one of them was the coolest one. I went whale watching in Tadoussac. Highly recommend. Oh yeah, that's awesome. That was way fun. But I mean, obviously tours of old Quebec, all kinds of different things. And so that's what it cost. It was about $10,000. So I think for $10,000 American, we can send a student to have the same experience. But the idea is not to send only one; it's multiple students Correct. at once. Exactly. Donc, l'objectif, il dit, lui, il calcule que ça lui a coûté au bas mot environ 10 000 pour son temps quand il était venu au Québec. Là, on parle hébergement,
On parle nourriture, mais on parle aussi activités. Quand tu es dans une école, il y a des activités. Il dit, j'ai beaucoup aimé. On est allé faire une croisière à la baleine à Tadoussac. Les gens qui n'ont pas fait de croisière à la baleine, c'est à mettre sur votre liste de trucs touristiques à essayer. Aller voir des gros mammifères marins comme ça. Mais il dit, pour environ 10 000 US par étudiant pour une période de 6 mois, c'est fonctionnel. L'objectif, c'est pas d'envoyer une personne à la fois, c'est d'envoyer un groupe. Donc, le but, c'est d'avoir plusieurs fois ça. Mais son but, comme il disait un peu plus tôt, c'est pas d'avoir un one-shot deal, d'envoyer une couple de personnes. C'est d'avoir quelque chose qui va pouvoir fonctionner over and over, se répéter, pour qu'on ait une entrée annuelle de Franco-Américains qui viennent s'immerser dans notre culture et apprendre le français. I think it's a great idea and it's a good way to... Cool. Immersive is the best way to learn a language. That or watching TV, but you need to have something interesting. But if you don't have the people to speak with, you can learn the language, but you won't know it until you have to speak it. So I think it's a great way, and going, bringing back to the origins of some of your ancestors is. I've did some travels where you see some of your ancestors and some of the most memorable stuff I've did in my life. So I fully understand going back to Quebec City to see your ancestors and learning their culture. This is awesome. And I tell people that the more of the language you have, the more of the culture becomes available to you. You now have access to things that you did not have before, and that becomes special, and that even adds to how you identify with yourself, and it becomes oui, tout à fait. Il dit plus que tu débloques de langage. Quand tu apprends un langage, tu débloques une culture qui est associée à ce langage-là. Puis c'est des choses qui n'étaient pas disponibles avant. Puis plus que tu développes ça, plus que tu vas débloquer de choses. Puis en même temps, ça change un peu ton identité, ta façon de voir. Puis c'est un peu ça. La même chose, la façon, c'est pour ça, au Québec, on est beaucoup, la plupart de la population québécoise est bilingue. Dans le monde, la plupart de la population dans le monde parle un deuxième langage, excepté ceux qui sont d'origine britannique. Les Australiens, les Canadiens, les Américains, les British, ils parlent anglais. La raison pour laquelle ils parlent juste anglais, c'est parce qu'ils connaissent juste ça. La raison pour laquelle on leur parle juste anglais, c'est parce qu'ils connaissent juste ça. Mais si tu vas à peu près n'importe où dans le monde, les gens ils vont parler plusieurs langages. Puis ça l'ouvre beaucoup de cultures. En Europe, souvent, ils parlent 2 ou 3 ou 4 langages parce qu'il y a des cultures très rapprochées. Puis c'est merveilleux, ça te permet de voir plusieurs choses. Si tu es capable de parler allemand, tu peux écouter de la télévision allemande. Si tu n'es pas capable de parler allemand, tu n'écoutes pas la télévision allemande. Donc, en parlant le français, en s'immersant dans la culture francophone, tu vas pouvoir débloquer une grosse partie de la culture. On a une culture riche au Québec et aussi les Franco-Américains. Il y a des Franco-Américains qui vont publier en anglais. Il y en a aussi qui vont publier en français avec un français souvent très régional. Jack Kerouac, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup, beaucoup de culture franco-américaine et canadienne-française qui devient disponible aux gens qui vont vouloir l'apprendre. Moi, j'ai une question par rapport au programme. C'est qui va être sélectionné puis comment? C'est who will be those kids who are going to be selected to go to that program? So, yeah, and that's what we're having conversations with. Actually, the instructors that we know now is like how we're going to go through that process of selecting. And a big part for me, and I know we talked about maybe doing an essay. I don't want an essay. I want to have a conversation, because a big part to me is getting that feel for the student and why they want to go. It's going to be a conversation, but also a commitment that when they come back, they're going to be somebody we can talk to, we can work with to keep this momentum going. Okay. Because I want my niece and my nephew, I don't have any kids, my sister does. They call me mon oncle Jesse, which is awesome. I want them to be able to have some of the same experiences I did. Donc c'est ça, Eric, il demandait comment est-ce que la sélection va se faire pour les jeunes qui pourraient aller avec ce programme-là. Puis Jesse répond, ça c'est une discussion qu'on a encore avec, puisqu'il parle avec des institutions, avec des instructeurs, avec des professeurs. Puis souvent des programmes comme ça va être
t'écris une dissertation, là, puis là, ils vont lire, puis ils vont s'essayer. Il dit, je veux pas faire ça. Moi, je veux jaser avec eux autres, puis je veux voir au bout de la discussion, tu sais, qu'il y a un, tu sais, qu'il y a Un engagement. Ouais, un engagement pour qu'on puisse ensuite parler avec eux autres, puis pour que, parce qu'on veut que ça fasse un momentum, puis que les jeunes aiment ça, qui en parlent, puis que ça devienne quelque chose qui soit répété, là, puis qui continue, là, qui perdure dans le temps. Parce que comme ça, si les gens sont intéressés puis qui ont aimé ça, puis qu'on sent, tu sais, d'avance que c'est des gens qui vont devenir des ambassadeurs, ça va être fonctionnel. And with all of this, all your, if you can show your logo again and explain to us what's the logo means. Yes, so I designed this. I paid a graphic image guy to help me out with it. It's obviously a phoenix rising in front of the Quebec fleur de lis. And the entire reason for it is because a lot of times growing up, we are told that the French-Canadian identity is, if it's not dead, it's dying and soon will be dead, is what some people like to tell us. And my message to them is, we're just rising. For all of you who think we're dying, who think we're dead, we're still coming, we're still here, and in fact, we're going to get better. Donc, le logo du projet Héritage, Eric demandait de le décrire encore, là, comme je mentionnais tantôt, c'est un phénix devant un fleur de lys québécois avec le nom Héritage, là, en français avec l'accent. Puis il dit, j'ai fait désigner ça là, avec un artiste graphique. Puis l'objectif d'avoir un logo comme ça avec un phénix, c'est que pendant qu'il grandissait, tu sais, on en parlait déjà tantôt, tu sais, le mot, là, c'est que les Américains, dans leur culture, avec leur melting pot, les Franco-Américains, c'est comme si c'était mort, c'est comme si ça n'existait plus. Puis ils disent, non, on n'est pas mort, on fait juste commencer. Puis c'est pour ça que le logo comme ça, avec le phénix qui se lève de ses cendres, est là. Puis c'est un beau logo, c'est excellent. On dirait que c'est un logo d'une équipe de sport. Mais c'est très beau. And with all those different projects that you have going on there, it brought you last week or so, last few weeks ago, a special award. Maybe you can talk to us about your special award that you got. Thank you very much. Yes, I am the Franco-American of the Year this year. And I did. Le Franco-Américain de l'année. Oui. How is that awarded? So it is kind of fun. Everybody, all the living people who have won it before, vote for the next one. Oh, that's cool. Yeah, so it's a committee of all the past winners. And when I see that list of some amazing people who have won it before, it was a huge honor for me. Absolutely. Actually, Tim Beaulieu, he's also the guest you had, he's also on that list. But le Cardinal Lacroix de Québec, aussi sur la liste. Yeah, beaucoup de personnes incroyables. It was awesome. Ouais, c'est ça. Jesse, il a été nommé récemment le Franco-Américain de l'année, ce qui est un gros honneur pour les Franco-Américains. Puis là, j'ai demandé comment c'est nommé, comment on détermine le Franco-Américain de l'année. C'est un comité des Franco-Américains encore vivants du passé. Je lui ai dit, ben il y en a plusieurs là, c'est des personnes quand même importantes là. C'est quand même impressionnant. Puis je mentionnais déjà Tim Beaulieu qu'on a déjà eu en entrevue. Lui, c'est un ancien Franco-Américain de l'année. Le Cardinal Lacroix, c'est un ancien Franco-Américain de l'année. Maintenant, c'est Jesse Martineau. Congratulations, félicitations. C'est un bel honneur. Il y a c'est quand même une grosse population, la population franco-américaine. Puis pour être nommé Franco-Américain de l'année, c'est parce que les gens réalisent que ce que tu fais, c'est important. Puis ça a de l'attraction pour l'avenir. Puis ça va donner quelque chose de bon pour la culture franco-américaine. Puis de notre part, en même temps, par ricochet, à la culture canadienne-française là, dans son ensemble, parce que plus la culture franco-américaine elle est bien vue aux États-Unis, plus la culture française aux États-Unis va être bien vue. Alors, merci beaucoup et félicitations. Félicitations. Puis c'est aussi un honneur pour nous là, de te recevoir, même si c'était le deuxième franco-américain qu'on reçoit.
Ouais, ben, c'est ça. On n'en a pas parlé en début d'émission. C'est comme quand est-ce qu'on va le mentionner. C'est quand même d'actualité. C'est fraîchement arrivé. C'est tout nouveau. How did that happen? How did you learn about that? How did it come? So that's a great question. I got a phone call um, from a past winner, José Vachon. José Vachon. Tu connais José Vachon? Bon. She's a musician. OK. Her family's originally from Quebec. En They Beauce, went je gage. they went to Maine and then they came to New Hampshire and now Massachusetts. But she used to have a television show. She's played all over Quebec. She's a terrific musician. And so she's a past winner and she called me and she's the one who told me. And that was an incredible phone call. That was a very, very fun phone call. Fait que c'est ça, lui, il l'a su, c'est José Vachon, une ancienne lauréate du titre, qui l'a appelé José Vachon. C'est une chanteuse qui a fait quand même beaucoup, elle a déjà une émission de télévision, ainsi de suite. Puis c'est elle qui l'a contacté pour dire, hey, Jesse, did she talk to you in French or in English when she called? She talks to me. She talks to me in English. She could have talked to me in French, but she spoke to me in English during the phone call. I did. This was important. When they handed me the mic to give my speech, I did do my speech in French. So I did do that. Yeah, I fully understand that. Mais c'est ça, anecdote, elle l'a appelé, ils parlaient entre eux autres en anglais. Mais quand il a reçu son titre, il fallait qu'il fasse un speech, il y avait un micro, puis ça, il a fait son speech en français. Mm-hmm. Is there a recording of that speech? I want to hear that. Sure. Yeah, there were some people. I know there's some, at least one like professional photographer there, but there was people taking footage of it for sure, but the people recording with cell phones. So we'll see if we can get that to you. And that was during Poutine Fest, right? It was, yeah. That's one of the highlights of Poutine Fest. They present that award. It used to be that there would be like a formal dinner in honor of the person who won every year, but now it's presented at Poutine Fest, and I think that's a lot more fun because it's just a really fun event. So it's a cool way to end that. Par le passé, il faisait une soirée cérémonielle, un souper officiel dans lequel il célébrait, il donnait le titre. Mais dans les récentes années, ça se fait au Poutine Fest, puis Jesse dit c'est bien plus le fun comme ça. Avant de passer à la conclusion, en pré-entrevue, moi puis Jesse, il m'a appris quelque chose. You were telling me that when you were about the term Franco-American, that when you were younger, you used to relate as French-Canadian. The term Franco-American came later, and we talked about with Tim, it came after the Quiet Revolution in Quebec, but also the fact that we didn't talk at all of the Acadian, which is another topic. By the way, we all have Acadian roots here. I do. You do with your Richard branch there. Tell me what's about that thing, that Franco-American? When did that term arrive there? And it was to add the Acadians there, right? Yeah. So it's funny. My parents would never have used the word Franco-American. They didn't know that term growing up. They were, French Canadian or Canadian or French, but not Franco-American. For them, Franco-American was like canned pasta. They actually had like pasta in a can called Franco-American pasta. But yeah, my understanding is that there was concern that the term French-Canadian did not also include the Acadians. Like they might be interpreted as being left out if we're just talking French-Canadian. So it became more and more common, especially recently, to start using the term Franco-American to make sure we also remember and incorporate our ancestors that are from Acadia and our cousins from Acadia. Eric demandait, il dit quelque chose qu'il avait discuté en pré-entrevue avec Jesse puis qu'il voulait apporter, c'est l'origine, dans le fond, du terme franco-américain.
Jesse disait, ben, mes parents, ils utilisaient pas vraiment le terme franco-américain, ça n'existait pas. C'est quelque chose qui est venu plus après la Révolution tranquille, où est-ce que les Québécois se sont un peu dissociés des Canadiens. Ça fait un peu une différence culturelle. Puis, ça donne que, au lieu de dire des Canadiens ou des Canadiens français ou des Français, maintenant ils disent franco-américains. Ils disaient, mes parents, tu sais, franco-américain, ça aurait été comme une marque de pâte en canne. Mais un des soucis aussi qu'il voulait faire, c'est qu'il a porté les gens plus à pousser vers franco-américain. C'était un peu pour pas isoler la branche acadienne. Parce que si on parle juste de Français ou de Canadiens français ou de Québécois, on évite un peu les Acadiens. Puis ils sont quand même importés. Il y a beaucoup d'Acadiens qui sont allés aux États-Unis, là. Particulièrement à Louisiane, là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, mais un peu partout aux États-Unis. Puis en disant franco-américain, on est un peu plus inclusif pour les Acadiens, les Français d'Amérique, d'un peu partout. Puis c'est un terme un peu plus générique. Puis c'est aussi, I think it's great because it makes a distinction between French Canadians and people from the United States. Because if you tell yourself as French Canadian, but you never went to anywhere in Canada, it kind of makes no sense. Yeah, it is a little weird because, I mean, growing up, I mean, everybody just assumed, with your friends and all, everybody's American. So my next door neighbor, still my best friend to this day, his last name is Goodzoulis. He was a Greek kid, even though he didn't grow up in Greece, but everybody's they knew him as the Greek kid. And the Murphys down the street, they were the Irish family, and the Lahovies were the Ukrainian family. And that's just kind of how everybody identified. And so for me and my sister, I wish we were French Canadian, and I wish there was a different word. There's French Canadian American seems like too many words. It's like one hyphen too many. But yeah, that's how we just identified ourselves. C'est ça, quand il était jeune, il dit son voisin, il y avait un voisin qui était grec, un voisin qui était italien, puis c'est comme ça qu'il s'identifiait, même si c'est tout américain. Il dit un Canadien français américain, ça fait comme trop, il aurait préféré avoir un autre mot. Puis c'est ça, maintenant, il utilise juste le terme franco-américain. And I think even in English, you mainly say it the French way, right? Franco-American, yeah. Yeah. Même en anglais, ils disent pas French American, ils disent Franco-American. C'est prononcé en français dans la langue anglaise, which is great. Les Acadiens qui, soit dit en passant, ont une migration aussi aux États-Unis, mais dans un contexte complètement différent. Oui. Un sujet pour un autre jour, là, c'est assez intéressant. Tout à fait. Puis il y a beaucoup de patronymes. Il y a des White qui étaient des Leblanc. Il y a beaucoup d'Acadiens qui ont anglicisé le nom, leur patronyme là, avec le temps. Des Bruns qui sont devenus des Browns, etc. Là. Bon, puis ce sera pour un autre sujet. Avant qu'on se quitte, Jesse, Géo Trip, ton projet, on va mettre le lien en commentaire. On attend avec impatience et on tente d'aider le projet là, d'héritage de Jesse. Mais avant qu'on se quitte, Jesse, ta balado French Legacy podcast, quand seront les nouveaux épisodes? We're going to listen to your French Legacy podcast, but when will be the next batch of episode? When is the new season coming? Right, yeah. So probably in a month or so. So what we're doing, we used to do it for years. We did not miss a single week. Every week we put out something new. When I switched jobs, I'm a prosecutor now in Manchester. My schedule got quite a bit different when I took on that job. So we can't meet that every week. And so instead of just putting out once in a while, what we're trying to do is record a bunch of them, and then we're going to release them all as a season. And so we have about half the ones we think we need to release a season right now, and we're still recording. And once we get to the end of that, we'll release a whole bunch. And so it'll be a consecutive every other week again for the period of the season. Okay. So you think about those who binge listen to your podcast. That's right. I mean, that's how I listen to all my podcasts.
Quand il a changé d'emploi, son horaire a un peu changé. Avant, il faisait un podcast par semaine sans exception. Mais c'était plus vraiment possible. Plutôt que de juste sauter des semaines parce que c'était difficile, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il produit beaucoup d'épisodes ensemble, puis il les publie une saison à la fois. Donc plusieurs. On peut les écouter un par semaine quand même, mais comme je disais, on peut les écouter tout en lot, là, faire l'expression anglaise du binge-watching, là, écouter la saison un après l'autre, là, comme les gens font sur Netflix. Là. Well, we have to record an episode with the two of you. We got to get you guys on the French Canadian Legacy podcast. Yeah, let's arrange that. It's easy. It's doable. Perfect. Yeah. I'll let my producer Mike, who is amazing at what he does, let him know. We'll get that hooked up. Sure. Awesome. Sure. That's gonna be fun. Sure. Jesse, it was a lot of fun. It was very interesting. We had a great time this morning with you. If you have a last message or that you would like to say to our audience. Yeah, well, merci beaucoup à tous. C'est un honneur pour moi aussi. Thank you so much for this opportunity to be on your podcast. And I think what's cool is that what this conversation shows is that those of us on both sides of the border, we know we share a past, but we can share a future too when we work together and stuff like this. And I think this is awesome. So I really, really thank you for that opportunity. Jesse qui nous remercie beaucoup. Il dit c'est un honneur puis c'est une belle opportunité. Il mentionne, il dit avec les gens autant au sud qu'au nord de la frontière, on sait qu'on partage un passé, mais il dit on partage aussi un futur. Puis c'est vraiment excitant. So yeah, well, thanks to you. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Et puis c'est encore félicitations là, pour ton award. Oui, toutes nos félicitations. Puis moi puis Yann, ben on va se rencontrer en conclusion où est-ce qu'on va sûrement encore parler de nos ancêtres qui ont traversé la frontière à un moment donné ou à un autre de leur vie. Là-dessus, on se rencontre dans quelques instants. Ouais, ben c'était encore une fois super intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, Yann? Ben moi, je trouve ça merveilleux. Tu sais, on parle aux États-Unis, puis ils nomment un Franco-Américain de l'année. Tu sais, puis c'est des gens qui sont là puis qui font des efforts pour démontrer leur attachement à la culture franco-canadienne pendant qu'ils sont américains. Tu sais, moi, dans le passé, j'ai déjà interagi avec des jeunes d'école là, tu sais, de la Louisiane. Puis tu sais, avais des Beaulieu, des Lauzon, là. Puis, tu sais, c'est intéressant, là, mais là, je parlais, j'étais comme, hey, t'as le même nom de famille que moi, tu sais, tu parles-tu français? Le jeune de dire, ben non, moi, je parle pas français. Mon père parlait français. C'est comme, ah, c'est cool. Puis là, on continue à jaser, puis je me rends compte que son grand-père, lui, parlait juste français, puis pas anglais. Genre, qu'il peut pas parler à son grand-père, il ne comprend pas ce qu'il dit. Puis, fait que là, tu te dis, 3 générations, tu passes d'une culture complètement francophone à avoir une culture complètement anglophone, là, ce que les gens, ils parlent même plus français. Là. J'ai des amis qui sont allés enseigner le français en Louisiane, justement parce qu'ils essayent de remonter ça, parce qu'ils font des efforts. Puis c'est ça, je trouve ça merveilleux qu'on ait des gens comme Jesse qui sont là puis qui fassent des efforts pour protéger. Tu sais, je me dis, il y a peut-être un avenir à la langue française en Amérique quand on parle de ça. Là. Leur histoire est semblable quand même au niveau de la Louisiane puis des Franco-Américains. Puis on peut quand même constater là, ce déclin-là du français qu'il y a eu là, autant en Louisiane là, que dans le nord-est des États-Unis. Heureusement, ici, hein, au Québec, on a des lois là, qui nous protègent hein, de ça. Ouais, une chance qu'on a des lois. Je t'ai-tu parlé de l'autre fois quand je t'allais acheter de la pizza? Ben, que je t'allais... En fait, ouais, c'est ça. Yann, il y a quelques semaines de cela, avant l'entrevue avec Jesse, m'envoie une photo qu'on va vous mettre à l'écran. Puis bon, moi, à la fois, quand j'ai vu ça, c'est au Pizza Hut à Vaudreuil. Dans Vaudreuil-Dorion, une municipalité très, très francophone. Ouais, dans l'ouest de l'île, avec des anglophones, là, mais quand même dans une culture normalement francophone.
Oui, tout à fait. Puis là, je reçois cette photo-là. Moi, je suis à la fois, bon, pas surpris, mais choqué, là. Bon, tu sais, Ouais, j'en fais pas. Ça m'étonne pas non plus, là. Ça me choque, mais bon. Fait que là, ben, je reçois, je vois passer justement sur le site de Tim, Le Rêve de Gagnon, quelqu'un qui partage un article avec la photo de Yann. Peut-être, Yann, tu pourrais nous décrire là, la suite des événements de ça. En plus, c'est même pas moi qui l'ai mis sur le Rêve de Gagnon. Moi, je l'avais posté, tu sais, j'ai démontré mon étonnement en postant ça sur les réseaux sociaux. Là, ça a été pris par des gens, puis là, c'était pris par des gens qui l'ont pris par des gens. Ça a été posté, entre autres, sur le Rêve de Gagnon, Québec 101 et des places comme ça. Je me suis fait contacter après ça. C'est toi qui avais pris la photo. J'ai parlé à des journalistes qui voulaient avoir l'exclusivité pour en parler. Puis là, c'est la première fois de ma vie que je parle avec un journaliste. Je suis comme, comment qu'on donne ça une exclusivité? J'ai trouvé l'expérience un peu particulière. Ça a été sur des médias. TVA en a parlé. Keb Radio, Mario Dumont a parlé de ma photo en disant hey, regarde, c'est comme ça qui arrive. La photo comme telle, qu'on va, tu sais, t'arrives puis ça dit le service en français est disponible. C'est pas genre le service bilingue est disponible. Aussi, c'est comme si tu allais, en Ontario puis que tu disais le service français est disponible. Non, au Québec, en fait, par la loi, le service français est disponible. Tu es censé pouvoir te faire servir en français parce que la langue officielle au Québec, c'est le français. Puis là, tu rentres puis ils t'informent que, tu sais, c'est disponible. Tu peux arriver puis dire Oh, I would like to take the French option, please, pour avoir le service en français. C'est pas ça qu'ils essaient de démontrer. Je pense qu'ils ont fait preuve, tu sais, ça vient de la maison mère, là, selon l'apparence de Pizza Hut. Puis je pense qu'ils essaient de démontrer qu'ils ont des magasins au Québec où les gens sont capables de parler français. Je pense qu'il y a de la misère avec certains employés au Pizza Hut à Vaudreuil dans le passé. Mais il reste que le message qui passe, c'est que ben regarde, tu sais, ça se fait. Là, si tu veux, tu es capable de te faire servir en français dans nos magasins, comme si c'était optionnel. Hey. On n'est plus dans les années 30 à Montréal, où c'est tout en anglais. Là. J'ai comme l'impression que ça s'adressait peut-être au Pizza de l'Ontario. Puis bon, ils ont envoyé ça, là, puis ils se sont peut-être trompés d'adresse dans le cas de Vaudreuil, je ne sais pas. Mais ça démontre, tu sais, je veux dire, sans lancer la pierre au propriétaire en question, qui lui a probablement pris l'affiche puis il l'a mis là. Mais ça démontre aussi que, tu sais, je veux dire, il n'y a aucune conscience de la réalité, là, de qu'est-ce qui se passe là, ici, là, au niveau de la langue. Là, tu sais, je veux dire, moi, il me semble que j'aurais fait un appel, j'ai fait ouais, attends un peu, là, t'es sûr que tu veux que je mette ça devant mon. C'est particulier. Mais reste que, tu sais, on est quand même dans une communauté francophone, tu sais, c'est l'ancienne seigneurie du marquis de Vaudreuil. On parle d'un endroit où les gens parlent typiquement français avec des anglophones. Tu sais, tu as Hudson, qui est pas loin, qui est beaucoup anglophone. On est à côté du Montreal West Island, où est-ce que c'est beaucoup d'anglophones. Mais reste que ça va arriver que tu vas dans des commerces, autant dans le West Island que dans la péninsule de la presqu'île du Suroît, que tu vas arriver, puis que tu vas rentrer. Puis tu sais, des fois, c'est même pas bonjour, hi. Des fois, c'est hi, how may I help you? Puis tu le parles en français, puis ils comprennent rien. Là. Dans un endroit où la langue officielle est le français, c'est choquant. Tu sais, moi, j'ai voyagé dans le monde. Quand j'étais allé en Italie, ils me servaient en italien, là, puis je ne parle pas italien, fait que je demandais, puis il y en avait qui me servaient en français et ou en anglais, puis il y en avait qui ne pouvaient pas, puis c'était bien correct, puis je me faisais comprendre. Tu sais, j'étais allé en Norvège, le monde parlait en norsk. Souvent, ils veulent me parler en anglais, puis c'est bien correct. Mais tu sais, si je m'en vais en France, je m'attends à me faire servir en français. Si je m'en vais au Japon, je m'attends à me faire servir en japonais. Si je m'en vais au Québec, ben, je m'attends à me faire servir en français. C'est un endroit où la langue officielle, c'est le français. Puis, malheureusement, c'est pas un automatisme partout. C'est ça. Je pense que le lien aussi avec nos amis franco-américains dans tout ça, c'est qu'on constate, hein, eux, ils n'ont pas eu là, de loi pour protéger leur langue. Puis on voit aujourd'hui là, la suite des choses, là, comment que ça se passe, que ce soit pour eux autres ou que ce soit pour les Louisianais. Puis bon, les Franco-Canadiens hein, ont vécu la même chose là. On a par des tentatives
d'assimilation. Ils ont réussi à survivre là, à ça. Heureusement, probablement, parce que le Québec est dans la Constitution canadienne puis protège là, les Franco. Mais je suis pas sûr que... On protège beaucoup les intérêts québécois, pas assez les intérêts franco-canadiens. C'est sûr. Il y a des lois qui vont à l'encontre de la francophonie canadienne. On a vu toutes sortes de choses dans le passé. Ça a déjà été interdit en Ontario, les écoles francophones. Interdit. En 1905, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a des lois qui protègent notre culture et nos institutions. Puis c'est pour ça. Ce qu'on veut pas, c'est que dans 3 générations, comme en Louisiane ou en Nouvelle-Angleterre, dans les petits Canada, ce soit des little English-speaking Canada. C'est ça. Mais toi, Eric, je pense, moi j'en ai quelques-uns, mais je pense que tu as quand même quelques-uns des ancêtres qui ont même eu la citoyenneté américaine. Oui. Ben, en fait, c'est pas la première fois qu'on fait une émission sur nos ancêtres sur l'Exode, nos ancêtres qui ont fait partie de l'Exode. Puis moi, je vous en avais là, déjà parlé de quelques-uns. Moi, mon père, malheureusement, est décédé il y a de cela déjà 11 mois. Puis il m'avait laissé une boîte. Je vais retrouver une boîte de documents qui appartenait à son grand-père, Henri-Paul Laprairie, qui est le sujet de ma première... Mon arrière-grand-père, qui est le sujet de ma première émission, là, si jamais le nom vous dit de quoi. Puis, je vous lis ça. C'est une lettre qu'il a envoyée de la Chine le 25 juin 1945. Fait qu'on est vers la fin là, de la fin de la guerre. La guerre. Commissioner of Pensions. Dear Sir, I'm writing to advise you of the death on June 18, 1945 of my mother, Elizabeth Laprairie, pensioner under the pension certificate number 884, blablabla, issued on February 27, 1920. Donc, ton arrière-arrière-grand-mère, là, ce qui, dans le fond, c'est qu'il écrit au commissionnaire aux États-Unis parce que ton arrière-arrière-grand-mère est décédée puis qu'elle avait une pension. Oui, parce que son père, à Henri-Paul, François-Xavier, a été soldat lors de la guerre de sécession. C'est un francophone canadien, là, qu'est-ce qu'il faisait être à la guerre de sécession américaine? Il me semble qu'on ne s'impliquait pas. Quand il y a eu la révolution industrielle, puis qu'il y a eu l'Exode, puis qu'on parle d'entre 500 puis 1 million de Canadiens français qui vont franchir la frontière, quand la guerre de sécession arrive, il y en a déjà beaucoup qui sont là dans les années 1860. Il y a aussi, évidemment, il y a une guerre civile, fait que le mode économique change de tout le nord et le sud, puis ils ont besoin de soldats. Puis François-Xavier va s'enrôler dans l'armée. Comme son arrière-grand-père qui avait été soldat lors de la guerre de 7 ans, François-Xavier va participer à cette guerre-là. Donc, Élisabeth avait une pension là, de l'armée américaine. Puis là, Henri-Paul, il écrit au consulat américain, je poursuis, qui dit qu'elle avait 89 ans. I have reported her death to Mr. Waller of the United States Consulate in Montreal. She was an American citizen. Parce que c'est ça. Elisabeth aussi est née au Michigan. Okay. En fait, ils se sont rencontrés, c'est ça, elle est née au Michigan avant que sa famille déménage à Montréal. Donc, elle avait la citoyenneté américaine en plus. I have assumed the responsibility to pay all funeral expenses and not be, et spécifie, and not being rich, it is very hard on me. I have been told by Mr. Waller that there might be provision by your department to allow a certain amount to defray expenses. Please address to the understanding all correspondence, and if there is any more money coming, kindly make check out to my name. Il demande pour avoir des dédommagements parce que normalement,
les vétérans, j'imagine qu'il y avait des frais qui étaient remboursés pour les funérailles. Est-ce que tu sais s'ils ont eu une réponse à ça? Je pourrais pas te dire, ben là, la boîte est quand même. Puis Peut-être que tu as j'avais trouvé ça. feuilleté là, rapidement là, chacun des documents. Je me souviens d'avoir trouvé beaucoup de factures d'hôpital là, lors des derniers jours là, de mon arrière-grand-père. Là, les soins de. Ben, il avait été hospitalisé un certain temps, puis c'est Ok, avec c'est les ça. frais de la chambre, puis tout. Mais tout ça pour dire, bon, moi, c'est pas d'Élisabeth Chrétien là, que je voulais vous parler. J'ai trouvé ce document-là hier, là, juste avant qu'on tourne l'enregistrement de la conclusion. Fait que je me suis dit, je vais en glisser un mot. Euh, J'en ai plusieurs, comme que je vous ai déjà mentionné. Je vous montre mon arbre généalogique. Euh, Bon, tantôt, je vous parlais d'Élisabeth Chrétien, est ici, puis François-Xavier, qui sont ici. C'est du côté de mon père. Mais bon, François-Xavier et Élisabeth Chrétien, c'est du côté de sa mère. Du côté du père à mon père, bon, ça, il a déjà parlé, là, on a déjà parlé d'Albertine Lambert et Elphège Béliveau. Albertine Lambert, c'est la fille de Thomas Lambert qui est ici. OK? Thomas, comme qu'on peut voir, Thomas il s'est marié avec Zélia Béliveau, qui est la sœur de Benjamin. Bon, ce qui a le côté pratique, c'est que je n'ai pas besoin de faire deux fois cette même lignée-là quand je monte mon arbre généalogique. Ceci étant dit, ce qu'on aurait entendu, ce qu'on sait, c'est que Stanislas aurait vendu son terrain à Thomas, parce que Zélia, c'était la plus vieille des enfants. Donc, Stanislas aurait donné sa terre là, à Thomas Lambert. Puis bon, moi, ce que je suis allé faire avec qu'est-ce qu'on a eu comme émission sur les actes notariés, je me suis dit, est-ce que je pourrais trouver des traces de ça? Puis, bon, en prenant les trucs que Jean-Luc nous a donnés là, la dernière fois, on va aller sur... bon, j'ai fait la recherche avec Thomas Lambert, mais Thomas Lambert, il y en a un puis un autre. Okay? Il y a beaucoup moins de Stanislas Béliveau qu'il y a de Thomas Lambert. Fait que quand on va dans l'outil de recherche pour une personne, il va nous sortir là, plein de documents. On filtre par les documents fiscaux judiciaires. OK? Puis là, on retrouve ici, bon, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, hein, quand même. Là, il y en a beaucoup moins que Thomas Lambert, mais il y en a tout de même 91. Fait que, bon, c'est beaucoup de recherches là, pour moi. Comme Jean-Luc nous disait, des fois, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas toujours les noms des parents dans des actes notariés. Fait qu'on n'est pas sûr si c'est eux autres. Fait que c'est sûr que moi, si je trouve un Stanislas Béliveau à Rimouski, il y a des chances que ce ne soit pas lui, là. Par contre, il y en a pas mal là, dans la région des Bois-Francs. Fait que là, il faut que je valide s'il y a un autre Stanislas. Mais il y en a un, par contre, ça, je suis pas mal certain que c'est le Stanislas, mon ancêtre. Puisque si on va chez David George, on a ici c'est une vente de terrain à THOS Lambert. Oh, comme dans Thomas, mais pas Ouais. écrit au Là, complet. c'est ça. Mais quand on va dans l'acte comme tel, on voit que c'est Thomas Lambert. Mais là, c'est Thomas qui vend un lot à Stanislas. Bon, ici, tu vois THOS Lambert. OK? Ouais, ça, c'est comme son index. Dans l'index. Par contre, quand on va là, dans le document en question, là, que je n'ai pas tout déchiffré encore, là, mais on voit que c'est... si on va à la page là, de ici, OK, on voit que c'est Tau Lambert à Stanislas Béliveau. Par contre, ce qu'il y a une affaire qu'on voit, c'est-tu ici? Ah, tu vois, c'est Thomas Lambert, Ah, ben oui. cultivateur. OK?
On voit aussi, on voit aussi Zelia Béliveau, le nom, et Dame Zelia Béliveau. Là, c'est certain que tu as des documents C'est liés ça. à la bonne personne. Tu as statistiquement trop de noms en commun pour que ce ne soit pas la bonne personne. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est Thomas qui vend son lot à Stanislas, comme s'il l'avait revendu. Ça se passe en 1800. Il date de 1874. Donné 23 mai. OK? Soit, il se meurt en 1873, donc un an après son mariage. OK? Ils vont rester au Québec. Hein, on les retrouve dans le recensement de 1881 au Québec. On les retrouve en 1891 au Québec. Par contre, en 1900, tu vois, Manchester. Ouais, Manchester. On est dans le recensement, on voit Thomas Lambert, on voit Zélia, hein, on voit Estelle, puis on voit Albertine, mon arrière-grand-mère. OK? Puis c'est pas pire, les noms sont quand même bien écrits. Quand même. C'est bien. J'ai essayé de vous trouver l'adresse. Jessie me disait que la rue Bridge a beaucoup été modifiée là, avec le temps. Ceci étant dit, bon, il va revenir hein, au Québec. Ils vont revenir au Québec puisqu'on le retrouve en 1911 dans le recensement, puis dans le recensement du Canada. OK? Mais en 1930. Il est encore à Manchester. En 1930, il est de retour à Manchester, puis on spécifie qu'il y est depuis 1915. Ce qui explique pourquoi on ne le voit pas dans le recensement de 1921. Il est là depuis 1915, puis regarde, il habite chez Estelle, qui est la plus vieille, la sœur d'Albertine, qui s'est mariée avec un Wilfrid Béliveau. Un relatif à toi ou? Non, probablement, mais j'ai été vérifié, puis c'est pas un autre, c'est pas dans la même lignée là, de Stanislas. Ce qu'on peut constater dans le recensement, c'est que regardez ici, là, il y a une maison, il y a une famille, puis regardez, il y a une autre famille. Ouais, deux familles dans la même maison. Il y a deux familles dans la même maison. Comme on disait déjà, je pense en plusieurs. Mais là, en 1935 aussi, j'ai trouvé son acte de décès de l'hôpital qui dit, hein. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'adresse, on l'avait dans le recensement de 1930, Putnam Street, il est ici. OK? Puis là, ben, on a il dit qu'il a été résident pendant 15 ans aux États-Unis à Manchester. Il habite au 30 Putnam Street. Il vient de la baie du Fèvre, il est décédé. Puis bon, je peux savoir qu'il est décédé d'une crise de cœur. Ouais. On parlera à mon médecin la prochaine fois, mon médecin de la famille, quand il va me demander ses antécédents. Puis c'est ça. Puis il disait quand il était divorcé, effectivement, c'est lui. Puis là, ben, tu te dis, Colin, on peut aller voir cette photo-là de cette maison-là. Ouais, si on a l'adresse, ça existe encore? Ça, c'est selon Google Maps. Ah, bon, wow! Entendons-nous, il y était deux familles là-dedans, puis que la maison a sûrement dû être refaite là, depuis. Hein? Ça doit être rendu... mais c'est quand même un style qui peut dater de l'époque, là. Oui. Oui, mais c'est peut-être rendu une maison, là. Il doit pas avoir deux, trois familles là-dedans. C'est peut-être bien un quadruplex dans le temps. Ouais, c'est ça qui est rendu une maison ou deux, là, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous démontrer, hein, parce qu'on parlait là, à Jessie qui nous expliquait l'histoire de ses ancêtres franco-américains. C'est peut-être l'histoire de ses ancêtres, mais c'est aussi hein, l'histoire de mes ancêtres et de nos ancêtres. Oui, la seule différence, c'est qu'il y en a qui sont restés dans le petit Canada, puis il y en a qui sont revenus au Grand Canada. C'est ça, exactement. Exactement. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Une excellente journée aussi à toi, Yann. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi et merci tout le monde d'être à l'écoute.
Venez tous jeunes filles et garçons, je vais vous raconter l'histoire de notre immigration ici au USA, de grands aventuriers de pays étrangers. So I'd love to bring up right now our Franco-American of the Year for 2023, Jesse Martineau. Jesse? No, Amy, you see her. Jesse's going on stage. Hey, there he is. Uh-oh. Jesse's talking. The speech? Yes. Merci beaucoup. Merci to the personne qui vote pour cette reconnaissance. Désolé pour mon français, c'est évident. Mon français n'est pas ma langue maternelle, mais je voudrais essayer de parler français pour cette reconnaissance. J'ai vu la liste des autres personnes qui gagnent cette award et c'est incroyable, je suis très fier. Je voudrais dire un grand merci aussi à Tim Boyo et Mike Campbell. 7 jours n'est pas possible pour moi sans Tim et Mike. Aussi, je voudrais dire un grand merci à Heather, ma blonde. Nous parlons français sur texte chaque jour. C'est une raison que je peux parler maintenant. Et bien sûr, ma sœur Monique. J'ai la chance que je suis dans ce voyage franco-américain avec ma sœur. Ma sœur et moi sommes très proches. Elle a 2 enfants incroyables. Amy avec 2 ans et accent aigu. Et mon ami Ben. Et finalement, je voudrais dire un grand merci à mes parents, ma sœur et moi, les meilleurs parents de tout le monde. Nous avons la chance et c'est grâce à mes parents que j'ai la passion pour l'héritage. Merci beaucoup à tous.